Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et surtout merci pour votre présence à ce premier rendez-vous digitalisé dédié aux établissements sociaux et médico-sociaux. David Bataillard, en tant que directeur du marché médico-social chez CHAM, je suis ravi d'introduire ce premier rendez-vous d'experts, les webinaires des ESMS. Pourquoi vous proposer ces rendez-vous d'experts? CHAM se donne comme ambition de devenir le manager des risques des établissements de santé et du médico-social, ce qui implique de changer de paradigme. Une gestion du risque a posteriori, CHAM évolue vers un positionnement au cœur de l'activité de ses sociétaires. Dans l'esprit mutualiste qui anime CHAM depuis toujours, la mission de nos équipes au quotidien est de vous accompagner dans l'identification, l'analyse, la prévention, la maîtrise et la gestion des risques liés à vos activités pour in fine les réduire et n'assurer que les risques résiduels en cas de dommage. Qu'il s'agisse des risques liés à l'organisation des soins, à l'acte médical ou à la prise en charge des résidents, à l'organisation des soins, à la cybersécurité, nous sommes à vos côtés. Notre objectif à vos côtés est double: garantir la continuité de votre activité et contribuer à améliorer la sécurité des patients, résidents et des personnels. Dans cet objectif partagé, notre expertise par le biais de ce nouveau rendez-vous fait partie intégrante de notre mission auprès de vous. De plus, dans le contexte sanitaire actuel, il est important pour nous de maintenir le lien. Tout au long de l'année, nous vous donnerons rendez-vous réguliers avec nos experts pour aborder de manière courte et concrète des sujets d'actualité en lien direct avec vos enjeux. L'idée étant de vous accompagner dans vos réflexions stratégiques et opérationnelles autour du risque cyber et du risque RH. Aujourd'hui, Christophe Millet, notre manager des risques cyber chez CHAM, va vous proposer son analyse du risque cyber en vous donnant des éléments de réponse à la question suivante. Risque cyber, quels impacts pour les ESMS? Bon webinaire, Christophe, c'est à toi. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Millet, Cyber Risk Manager de CHAM, et je m'occupe plus particulièrement des établissements sociaux et médico-sociaux. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en reprenant les fondamentaux de la cybersécurité pour les métiers de la santé et du social, ce qui nous permettra également de tordre le cou à quelques idées reçues. Nous verrons ensuite comment diffuser la culture du risque numérique auprès de tous les acteurs et utilisateurs liés à votre système d'information, puis nous terminerons par l'étude d'un cas concret. Bonjour, nous allons commencer par un petit sondage que nous vous proposons. Sur la droite de votre écran, dans la partie sondage, vous avez un petit point rouge et nous vous proposons une première question que nous vous invitons à répondre. Dans votre établissement, pensez-vous que la cybersécurité concerne la direction, les informaticiens? Nous vous laissons 20 secondes pour répondre et Christophe, en fait, rebondira sur vos propos. Donc, Christophe, la cybersécurité est une affaire d'informaticiens. Alors, c'est effectivement une question qu'on pourrait se poser en ces termes, parce qu'a priori, la cybersécurité, ça concerne la technologie, c'est très compliqué, on n'y comprend rien, et on pourrait se dire que finalement, les informaticiens sont les mieux placés pour régler la question. Cependant, quand on regarde les méthodes qui sont proposées pour évaluer les risques numériques, on s'aperçoit qu'il est largement préférable de confier cette responsabilité au métier. En effet, le système d'information est en fait au service des métiers. Ce sont bien les métiers qui décident, financent et évaluent les services qui leur sont rendus. Il est de la responsabilité des métiers d'exprimer leurs besoins, à la fois sur le plan fonctionnel, mais également sur le plan non fonctionnel, c'est-à-dire les attentes en matière de performance, robustesse, et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, la sécurité. Bien entendu, le personnel informatique a pour mission de traduire en termes techniques les besoins métiers. Il doit également mettre en place les moyens nécessaires. Il agit évidemment en renfort des métiers, il apporte son regard technologique,
Il est même en capacité de conseiller les métiers qui gardent toutefois la responsabilité ultime des choix stratégiques qui sont décidés. L'approche métier est donc essentielle par rapport à une étude de la cybersécurité. Nous attirons également votre attention sur un second point concernant l'aspect réglementaire. Il se trouve que les métiers de la santé et du social sont quand même particuliers puisque la marchandise, si j'ose employer ce terme, c'est l'être humain. Et évidemment, la réglementation, la société en général a décidé d'encadrer ces activités. Ça veut dire qu'en termes de cybersécurité, la couverture, les points d'attention et les enjeux couvrent un champ beaucoup plus large que la définition usuelle de la cybersécurité. Après les fondamentaux, je vous propose donc de passer maintenant aux enjeux liés aux risques cyber. Christophe, est-on bien d'accord qu'en cas de cyberincident, je peux faire l'impasse sur tout ce qui n'impacte pas mon quotidien, telles que les activités support? Alors effectivement, de manière intuitive, on pense d'abord, en termes de cybersécurité, à la préservation des activités support. Les activités support, ce sont les métiers de la comptabilité, de la paye, de la facturation, tout ce travail de gestion et de suivi administratif qui permet à l'établissement de fonctionner. On pourrait donc dire que la préservation des activités support consiste le seul et unique ou le principal enjeu en matière de cybersécurité. Et de fait, pour de nombreux autres métiers, la liste s'arrêterait bien là, c'est-à-dire qu'on aurait eu raison de tenir ce raisonnement. Mais étant acteur des métiers de la santé et du médico-social, vous êtes beaucoup plus que d'autres impactés par un autre enjeu déterminé par la réglementation, qui est la protection des données personnelles. En fait, quand on regarde bien votre cœur de métier, on s'aperçoit que des données personnelles, il y en a plein partout dans tout votre système d'information, puisque votre mission consiste à gérer finalement les différentes étapes de la vie des usagers et de vos résidents, jusqu'à leur patrimoine personnel, également les conditions dans lesquelles vous exercez pour eux des actions concernant la santé. La santé est un domaine particulièrement protégé. Vous avez des obligations d'archivage qui renforcent encore la complexité du risque cyber. Enfin, vous avez un dernier point d'attention qui va concerner sans doute peu d'établissements, mais qui néanmoins est un point d'attention très fort, puisque vous êtes, dans l'exercice de vos métiers, utilisateurs de technologies dangereuses, parce que ce sont des technologies qui produisent des soins médicaux. Et lorsque vous produisez ces soins, vous avez évidemment un engagement de responsabilité par rapport aux bénéficiaires des soins. Il faut savoir qu'en septembre de cette année, à Düsseldorf, s'est produit un incident, le décès d'une patiente, et pour la première fois, les autorités allemandes ont établi un lien de causalité directe entre une défaillance technologique et le décès d'un patient. Donc pour les établissements moins nombreux qui sont concernés par cette problématique de production des soins, c'est néanmoins le point d'attention le plus important. Je vous propose maintenant que l'on passe à la diapositive suivante concernant la situation particulière pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Et donc, avec le plan du ministère de la Santé, je vais résoudre tous les problèmes de cybersécurité de mon établissement. Alors effectivement, le ministère de la Santé a défini un plan de cybersécurité concernant les métiers de la santé, les métiers du médico-social et même des professionnels de santé par extension. Il faut savoir que les préoccupations du ministère de la Santé ne sont pas forcément alignées avec les préoccupations intéressant les établissements. En fait, le but du ministère de la Santé par ces démarches consiste à améliorer la qualité des soins au niveau national. Pour ce faire, il souhaite privilégier la circulation des informations médicales. C'est pour ça qu'il vous propose la démarche de dossier usager informatisé pour laquelle il s'engage également sur le plan financier, parce que ça lui permet, au ministère de la Santé, donc, ça lui permet de collecter des informations médicales à l'échelle du pays, de produire des analyses statistiques poussées et de ce fait d'améliorer la santé dans notre pays. Finalement, quand on y regarde de plus près,
l'amélioration du risque cyber est un bénéfice collatéral, souhaité évidemment par le ministère, mais n'étant pas une cible prioritaire. En synthèse, on peut dire que par cette démarche, les usagers sont mieux protégés, mais pas forcément les établissements. Cela veut dire que même en conformité parfaite avec la démarche du ministère de la Santé, il demeurera toujours un risque résiduel qui restera sous votre responsabilité. Je vous propose maintenant de détailler les risques cyber d'origine intentionnelle et peut-être nous aurons un sondage sur ce point. En effet, merci Christophe. Nous vous invitons une deuxième fois sur un petit sondage. Vous avez de nouveau une petite pastille rouge qui a dû s'afficher sur la droite de votre écran. Et nous vous invitons à répondre à la question suivante. Pensez-vous que dans votre établissement, la malveillance est d'origine interne, externe, les deux, ou vous ne savez pas? Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce sondage. Christophe, donc je ne suis pas responsable du comportement de mes fournisseurs lorsqu'ils se connectent à mon SI. Et puis, j'ai confiance en mon personnel. La malveillance ne peut être qu'externe. Alors effectivement, sur la question de l'origine intentionnelle des incidents de sécurité, on s'aperçoit qu'elle peut avoir une origine soit interne, soit externe. La malveillance interne est un sujet assez peu connu parce que fondamentalement, il est quand même tabou. C'est toujours perturbant de se dire que des humains, des utilisateurs du système d'information peuvent avoir des comportements déviants qui sont d'ailleurs pas forcément motivés par des raisons crapuleuses, mais qui sont néanmoins illégales, voire immorales. Un des premiers moteurs de cette malveillance d'origine interne, c'est par exemple la curiosité. Par exemple, un employé peut être intéressé à savoir qui a le Covid parmi le personnel ou les résidents, ou bien, plus classiquement, combien gagne le directeur ou un collègue, ou évidemment, qu'est-ce que je vais trouver dans mon dossier RH que l'on ne m'aurait pas dit lors de ma dernière évaluation. Nous avons un deuxième critère de motivation concernant la malveillance d'origine interne qui serait la vengeance, c'est-à-dire des actes de sabotage. Il est vrai que concernant les métiers de la santé et du médico-social, nous avons affaire à des personnes qui sont plutôt de bonne volonté et cette situation serait plutôt extrêmement rare. En fait, par rapport à ce point précis, vous avez un critère d'évaluation qui serait la mesure du climat social qui existe dans votre établissement. Les établissements sous tension sont évidemment plus sujets à ce genre d'action. Évidemment, les établissements pour lesquels le climat social est plus favorable ne sont moins générateurs de ce genre de situation. Toujours dans ce métier particulier du médico-social, on peut avoir une motivation concernant l'appât du gain, car cela peut être tentant de tenter de monnayer d'une façon ou d'une autre l'accès à des informations concernant, par exemple, un usager qui aurait un statut de VIP. Évidemment, la célébrité ferait vendre de l'information, qu'elle soit à caractère personnel ou encore mieux, qu'elle concerne la santé de la personne. Concernant maintenant la malveillance externe, qui elle est beaucoup plus médiatisée, elle concerne donc deux types d'intervenants. Vous avez d'une part les tiers qui vous sont inconnus et qui essayent par divers moyens de vous extorquer de l'argent. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point sur la diapositive suivante. D'autre part, il se trouve que vous avez affaire à des tiers connus, c'est-à-dire vos fournisseurs, vos sous-traitants, en particulier lorsqu'ils ont un accès à votre système d'information. Pour vous protéger de ce risque d'origine intentionnelle, vous avez quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre au sein de vos établissements qui sont à la fois des pratiques de bonne gestion, de bon sens, peu coûteuses et plutôt efficaces.
Pour les personnels internes, par exemple, nous vous invitons à prévoir la suppression de tous leurs droits d'accès le jour même de leur départ, ce qui est par ailleurs complètement conforme et légal du point de vue du droit du travail. Pour les fournisseurs, nous vous invitons à leur demander l'usage unique d'accès nominatif. Et les fournisseurs étant des professionnels de l'informatique, il serait plutôt incompréhensible qu'ils se refusent à cette bonne pratique qui est communément admise et communément pratiquée, en particulier sur les métiers de la santé et du médico-social. Une dernière bonne pratique consiste à engager des actions techniques permettant d'effectuer de la traçabilité des actions effectuées par les parties prenantes. Le principe dans le métier de la santé et du médico-social, c'est pas de restreindre le système d'information, parce que dans la mesure où on produit des soins, où on produit des activités sociales à destination de l'humain, on veut laisser le bénéfice du doute en faveur de l'humain. La réglementation a donc prudemment et sagement préconisé de ne pas fermer trop fort les droits d'accès à votre système d'information, mais d'engager des actions de traçabilité pour permettre, le cas échéant, de demander des comptes aux différents intervenants. Je vous propose maintenant de regarder ensemble les techniques d'attaque les plus fréquentes. En tant que SMS, je n'intéresse pas les hackers. Payer me sortira des griffes des organisations criminelles. Et puis, de toute façon, la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Alors, effectivement, en tant que SMS, il est vrai que vous n'intéressez pas les hackers. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez cette ressource publique qui s'appelle Internet, à partir du moment où vous mettez à disposition d'Internet du contenu, vous avez tout un système de robots qui arpente l'Internet en permanence et qui va se mettre à la recherche de vos points de vulnérabilité. Ce n'est pas votre activité qui est ciblée, c'est votre simple présence sur Internet. À cet égard, nous vous rappelons la bonne pratique qui consiste à tenir à jour tous les logiciels et systèmes d'exploitation qui sont présents dans votre système d'information. C'est un moyen très efficace pour limiter votre vulnérabilité. Par extension, on peut comprendre que les systèmes obsolètes ne peuvent par définition plus être maintenus et de ce fait posent problème. Ensuite, lorsqu'on regarde les 4 techniques d'attaque qui vous sont présentées, on s'aperçoit que ce sont des techniques qui visent globalement votre organisation. Le principe, c'est de vous faire subir un ralentissement d'activité, puis de tenter de le monétiser. Plus insidieusement, on peut observer que le phishing, c'est-à-dire l'hameçonnage, celui qui est présenté tout à gauche, va s'adresser, lui, par contre, à des personnes pour lesquelles il va essayer de produire un vol, puis une usurpation d'identité. Enfin, concernant les griffes des organisations criminelles, elles sont malheureusement plutôt affûtées. Et force est de constater que si vous décidez d'entrer dans la stratégie de payer les rançons qui vous sont demandées, alors vous allez cette fois-ci bien devenir une cible. Dans ce domaine, on peut dire qu'effectivement, la foudre peut bien tomber plusieurs fois au même endroit. Deuxièmement, le fait de payer ne vous garantit évidemment aucune qualité de service. La clé de chiffrement peut ne pas être la bonne, les promesses faites ne sont pas tenues, etc. Enfin, le financement d'une organisation criminelle peut poser un problème d'ordre juridique si on découvre ultérieurement que celle-ci serait en lien avec des organisations terroristes. Maintenant, si vous le voulez bien, passons aux situations d'origine accidentelle. Christophe, le risque cyber, c'est bien uniquement des attaques? Alors, en fait, on a bien les attaques, mais on n'a pas uniquement les attaques. Les dysfonctionnements d'origine accidentelle représentent aujourd'hui 57% des incidents de sécurité signalés sur le portail gouvernemental dédié à la cybersécurité. Lorsqu'on s'intéresse de plus près au métier des établissements sociaux et médico-sociaux, on peut définir au titre des facteurs externes un rôle prépondérant des éditeurs de logiciels. Vous avez de très nombreux logiciels aujourd'hui dans le cadre de vos métiers
Et nous vous invitons vraiment à signaler les dysfonctionnements de ces logiciels afin qu'ils soient pris en compte dans le cadre du support applicatif. C'est bien un champ d'application de la cybersécurité. Ensuite, nous vous invitons également à demander les évolutions fonctionnelles souhaitées par les métiers. Car l'air de rien, c'est un fait qui est extrêmement générateur de risques en cybersécurité. En effet, quand un logiciel ne permet pas d'effectuer tous les gestes métiers dont vous avez besoin, cela vous oblige à exporter les données dans des tableurs, des traitements de texte pour les retravailler à la main. À partir de cet instant, ces données circulent de manière incontrôlable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre organisation. Concernant les facteurs internes générateurs d'incidents de sécurité d'origine accidentelle, nous avons évidemment le facteur humain, par le fait du stress ou du manque du personnel, qui fait que des informations importantes ne sont pas insérées dans le système d'information et continuent à être gérées soit sur papier, à l'oral ou de mémoire. Nous avons affaire à ce moment-là à une sous-utilisation de l'outil informatique. Concernant le facteur humain, nous avons également la présence du facteur culturel. Par exemple, la méconnaissance des contrats de licence amène vos utilisateurs à installer des logiciels de façon non contrôlée et cela peut mettre votre établissement dans la difficulté en cas de contrôle effectué par tel grand éditeur logiciel. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, les conséquences pour votre établissement. En tant que SMS, un incident de sécurité ne me coûte rien. Je n'ai pas besoin d'informatique pour travailler. Les conséquences liées à un incident de cybersécurité sont en fait assez difficiles à évaluer. Déjà à inventorier d'une part et à évaluer ensuite. Nous avons des coûts visibles qui représentent la partie émergée, perceptible de l'incident, comme on le dirait pour un iceberg. La première préoccupation, c'est déjà de voir quelle est l'ampleur de l'incident et donc d'évaluer le périmètre concerné par un incident. En fait, quand on regarde plus en détail, l'informatique est omniprésente dans tous les métiers. Et de façon générale, nous avons tendance à sous-estimer notre dépendance à la technologie. Malheureusement pour nous, ce genre d'incident est un fait qui nous fait prendre conscience, un peu brutalement, je vous l'avoue, de notre dépendance à l'ensemble de ces technologies. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, nous avons des coûts visibles. Ce sont les conséquences financières. Un coût visible est assez facile à évaluer. Ce serait le coût inhérent à une sanction ou une pénalité légale. D'un montant pas forcément important, par contre, nous avons aussi un coût de réparation des incidents, plus difficile à évaluer parce que nous avons de nombreux intervenants qui produisent de nombreuses prestations et au final, cela finit par constituer des montants qui peuvent être relativement importants. Nous vous invitons également à réfléchir sur ce que l'on appelle les coûts cachés. Les coûts cachés, ce sont les conséquences sur votre activité, conséquences sur l'image, pour lesquelles il est extrêmement difficile de positionner un préjudice financier, d'autant plus que ce préjudice va évoluer dans le temps. Par exemple, qui peut dire combien lui coûte un déficit d'image? Il est clair qu'un établissement qui serait en train, par exemple, de renégocier ses conditions de financement auprès d'un financeur public ou privé pourrait se retrouver en difficulté du fait de cette mauvaise publicité. De même, comment évaluer le coût de la vérification des données une fois qu'elles ont été restaurées? Comment évaluer le coût du ralentissement des activités que nous avons subies, les fameuses pertes d'exploitation et globalement, quel est le coût nécessaire pour retrouver la confiance en son système d'information? Par rapport à ce sujet, nous vous rappelons qu'il existe des acteurs professionnels de l'informatique qui peuvent vous accompagner dans des démarches d'audit de votre système d'information afin de mieux répondre aux besoins et aux processus de vos métiers. Concernant les conséquences pour votre établissement, il y a une bonne pratique qui consiste à évaluer votre résilience face aux incidents de sécurité informatique. La première question à vous poser sur cet élément,
consiste à vous demander combien de temps puis-je fonctionner sans informatique. Évidemment, vous allez interroger tous les métiers qui représentent votre établissement et vous allez avoir des réponses différentes. Et globalement, vous aurez une bonne idée du temps maximum pendant lequel l'activité informatique peut s'interrompre. Ensuite, nous vous invitons à regarder combien de temps vous faut-il pour restaurer votre système d'information. C'est vraiment cette mise en corrélation de la durée d'interruption d'activité avec votre capacité à restaurer votre système d'information qui est importante. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 minutes ou 4 heures ou une semaine qui est important. C'est la corrélation entre la capacité technologique à restaurer votre système d'information et les besoins exprimés par les métiers. Du point de vue technique, nous vous invitons à regarder la qualité et la complétude de vos sauvegardes informatiques. C'est un point d'attention très fort. Et tout défaut de sauvegarde, comme vous pouvez vous en douter, entraînera des coûts résiduels si jamais un incident de sécurité devait se produire. Et le directeur dans tout ça, quel rôle en particulier face à ce risque? Christophe, comme je suis en conformité, je n'ai donc plus rien à faire. Alors évidemment, si on pose la question, comme vous pouvez vous en douter, c'est que la réponse est non. La conformité légale est bien une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. Comme nous l'avons déjà évoqué, la législation a positionné des centres d'intérêt qui sont ceux des usagers, qui sont ceux des citoyens, qui ne sont pas forcément ceux des établissements. À ce titre, nous vous rappelons succinctement, je passe un peu plus rapidement parce que nous avons déjà vu les obligations légales. Je veux juste attirer votre attention sur le signalement des incidents graves sur le portail de cybermalveillance, qui est donc le portail gouvernemental dédié à la cybermalveillance. C'est une obligation légale pour les ESMS. Au-delà de ça, nous vous invitons à signaler tous ces incidents pour porter à l'attention des autorités le fait qu'il y a bien une actualité dans ce domaine concernant les établissements sociaux et médico-sociaux. Mes fournisseurs sont des professionnels. Ils savent ce qu'ils font en termes de sécurité. Et avec tout ce qu'on entend, je n'ai pas besoin de rappeler à mon personnel une fois de plus ce qu'ils doivent faire. La question des fournisseurs est une question intéressante parce qu'on a le réflexe de penser que lorsqu'on fait appel à une prestation informatique tierce, nous avons délégué la responsabilité et le partage de risques avec ce fournisseur. Bon. Comme on peut s'en douter, la réglementation dit que vous restez responsable des traitements qui sont faits et à ce titre-là, vous conservez la maîtrise du comportement de vos fournisseurs. C'est pour ça que nous attirons votre attention sur la nécessité de contractualiser avec vos fournisseurs des engagements de service qui sont compatibles avec vos activités support. C'est-à-dire que les fournisseurs doivent s'engager sur le niveau de sécurité qu'ils vous produisent lorsqu'ils exécutent des prestations pour vous, même s'il ne s'agit pas de prestations de sécurité. Également, nous attirons l'attention des directeurs d'établissement sur l'importance de la charte utilisateur. Le directeur d'établissement a un rôle un petit peu ambivalent parce qu'il doit à la fois protéger les parties prenantes et en même temps protéger à titre personnel, puisque dans certaines situations, sa responsabilité personnelle peut être engagée. Un des leviers d'action qui est important pour se protéger, c'est tout de même une bonne charte d'utilisation du système d'information qui soit annexée au contrat de travail, parce que c'est quand même un levier fort qui va rappeler au personnel son niveau de responsabilité, lui aussi individuel. Les utilisateurs qui utilisent à mauvais escient le système d'information croient que la démarche est purement collective. Et il est intéressant à cet égard de leur rappeler que les responsabilités individuelles peuvent être engagées. Voilà, je vous propose maintenant d'étudier un cas concret et de déterminer quelles leçons nous en apprenons. Alors ici, nous vous montrons donc un retour d'expérience d'un EHPAD réel qui a été pris en exemple par les autorités sanitaires pour montrer qu'il y a bien une actualité de cybersécurité concernant les établissements sociaux et médico-sociaux.
Donc, le rapport a été anonymisé, mais les chiffres sont réels. Donc, c'est un EHPAD privé associatif, 85 résidents, 65 salariés, un responsable ici à mi-temps. Nous voyons ensuite qu'il a subi une attaque en 2019 qui a entraîné la perte de l'ensemble des données présentes sur son serveur. Il y a eu des conséquences financières indiquées à hauteur de 20 000 €. Il y a eu aussi des conséquences sur l'activité. Et puis, l'établissement a décidé de réagir en établissant une liste de chantiers techniques organisationnels en réaction. Quand on essaie de tirer un retour d'expérience de cet incident, on peut s'apercevoir que la mention de l'existence d'un responsable ici est un élément intéressant parce qu'on a tendance à penser que du moment qu'on a un responsable sécurité du système d'information, tous les problèmes sont réglés. Mais si vous me passez l'expression, on pourrait dire que pas de bras, pas de chocolat, c'est-à-dire que ce pauvre responsable ne peut rien faire s'il n'a pas un appui technique et logistique important avec lui. Concernant l'attaque, l'attitude du bon gestionnaire consisterait à dire « j'ai une bonne résilience, c'est-à-dire que je maîtrise la qualité de mes sauvegardes, donc ok, j'ai pris la foudre à cause d'un cryptovirus, c'est pas grave, je vais restaurer mon système d'information ». Il faut savoir pour la petite histoire que cet établissement ne disposait pas de sauvegarde et de ce fait, il s'est tiré une balle dans le pied puisque les options qui lui restaient à partir de ce moment-là consistaient soit à payer la rançon en priant pour qu'elle fonctionne, soit en essayant de restaurer les données d'une autre manière, forcément extrêmement plus coûteuse. Concernant les conséquences, on voit que c'est un préjudice de 20 000 € qui a été calculé a priori par l'établissement. Alors 20 000 €, je vous les juge. Combien ça pèse dans votre budget global? Combien ça pèse dans votre budget informatique? C'est quand même pas anodin. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une dépense qui a été forcée, qui a été contrainte et qui a été contrainte à mauvais escient puisque, en fait, il a fallu réparer les conséquences d'un sinistre. Sans doute que 20 000 € bien investis dans un plan de prévention des risques, dans un plan d'investissement, on aurait eu de bien meilleurs résultats. Enfin, concernant les bonnes pratiques, on a mis en commentaire, j'aurais dû le faire avant, bien sûr, puisqu'on s'aperçoit que c'est l'apparition de l'incident de sécurité qui a déclenché la prise en compte du risque. Et forcément, comme on vient de l'évoquer, ce sont des conditions plutôt inconfortables. Toutefois, la bonne pratique a été bien suivie. Cet établissement s'est d'abord doté d'une politique de sécurité des systèmes d'information et celle-ci a pour vocation bien à intégrer et reprendre les besoins métiers. Et ensuite, l'établissement a enclenché des chantiers techniques et organisationnels puisqu'il a même fait un rappel de règles de bonne pratique. Donc, on voit que la séquence de bonne pratique est bien suivie. Ce sont bien les métiers on est revenu aux fondamentaux des besoins des métiers et on a répondu par un niveau de sécurité approprié. Voilà, ce webinaire est terminé en ce qui concerne la présentation. C'était un peu dense, peut-être un peu rapide et je m'en excuse le cas échéant. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. On va regarder. Christophe, une première question. Christophe, une première question. Avez-vous des exemples concrets de cyberattaques en EHPAD, phishing, malware? Alors, des exemples concrets. On a vu, il y avait un élément de statistique qui indiquait que 2 établissements sociaux et médico-sociaux sont touchés par des cyberattaques tous les mois. Voilà. Comme on l'expliquait, il faut bien voir que c'est vraiment l'exposition, notamment à Internet, qui fait que les établissements sont pris dans une masse, dans un mouvement de détection permanent. Il n'y a aucune raison pour que les établissements sociaux et médico-sociaux soient exclus de ce champ-là. Christophe, oui. Quels sont les risques couverts par les assureurs? Alors, l'assureur a vocation à accompagner les structures victimes d'un sinistre. Le principe, c'est de réparer les dégâts causés par le sinistre en faisant intervenir à très court terme tout un réseau d'experts destinés à prendre des mesures conservatoires si besoin, puis d'engager des chantiers destinés à la restauration du patrimoine perdu. En général,
les incidents, les sinistres qui sont déclarés concernent la perte de données qu'il s'agit de rétablir, de restaurer avec les sauvegardes disponibles et de compléter avec d'autres moyens. L'assureur, ensuite, alors ça dépend des programmes d'assurance, bien sûr, mais l'assureur peut proposer aussi un programme de prévention des risques en disant justement, on va faire en sorte que la foudre ne retombe pas au même endroit. Nous avons une autre question, Christophe. Oui. Vous avez parlé de traçabilité des parties prenantes. Comment peut-on mettre cela en place? Alors, la traçabilité est un sujet justement qui relève au premier chef du champ des éditeurs de logiciels. À partir du moment où vous avez un logiciel qui est destiné à une utilisation dans un contexte santé et médico-social, l'éditeur doit proposer une stratégie qui s'appelle la journalisation. Ça consiste à dire que je suis en situation d'identifier des personnes, j'ai la possibilité technique de leur attribuer des droits et de toute façon, l'utilisation de ces différentes fonctionnalités fait l'objet d'une journalisation. Évidemment, seul l'administrateur de l'application a accès à la journalisation et évidemment, un utilisateur n'est surtout pas en capacité de supprimer toute trace de son passage. Ensuite, vous avez un deuxième champ d'intervention qui est un peu plus complexe, qui touche des logiciels qui ne relèvent pas du champ applicatif strict. C'est par exemple tout ce qui concerne les bases de données, tout ce qui concerne les systèmes d'exploitation. Il est dans ce cas-là à la charge de l'équipe informatique de mettre en place des actions de traçabilité pour voir si un utilisateur indélicat ne serait pas tenté d'aller directement modifier les données à la source, c'est-à-dire dans les bases de données, sans passer par telle ou telle application logicielle. Donc, retenez au premier chef, contactez vos éditeurs, regardez ce qu'ils vous proposent. Et dans le champ santé médico-social, cette fonctionnalité doit être embarquée. Très bien. Une nouvelle question. Est-ce qu'une erreur humaine d'un salarié, clique sur un mail par exemple, entre dans le cadre de la prise en charge par l'assurance? Alors oui, la réponse c'est pas oui, en général ça peut tout à fait effectivement rentrer. Tant qu'il est établi que l'utilisateur a agi de bonne foi, c'est-à-dire on parle bien d'une erreur non intentionnelle et non pas d'une action délibérée, alors ça peut être couvert, oui, par un programme assurantiel. La réglementation tend-elle vers une obligation de couverture assurantielle du risque cyber? Je réfléchis. Je dirais non. Non, c'est non. Par contre, quand on voit… Non, alors non. Du point de vue strictement légal, non. Quand on voit maintenant les coûts qui sont engendrés par les incidents, on peut raisonnablement se dire qu'un établissement seul ne peut pas supporter des coûts compte tenu de sa masse critique. Et en fait, il faut voir le programme assurantiel comme une logique de partage de risques. C'est-à-dire que l'établissement va engager un certain nombre d'actions destinées à limiter le risque numérique. Il sait qu'il reste un risque résiduel, on a évoqué ça tout à l'heure, et il se dit, ce risque résiduel, je vais le partager avec un assureur. Je ne vais pas pouvoir faire porter la totalité de mon risque à un assureur parce qu'aucun assureur va vouloir prendre ça en charge. Donc, j'engage ce qui me semble être le plus critique pour la survie de mon établissement. Et ensuite, je partage le risque résiduel avec un assureur. Donc, en fait, c'est une logique qui va bien se compléter. Mais on peut prendre la décision de faire ce qu'on appelle de l'acceptation du risque, c'est-à-dire je prends tout de face, droit dans mes bottes, et puis on verra bien. Merci. Une nouvelle question. Les ESMS ont-ils des obligations réglementaires en matière de prévention du risque cyber au-delà de la RGPD, au même titre que l'obligation employeur de mettre en place un plan de prévention du risque incendie? Oui. Alors, le RGPD, en soi, il est déjà assez contraignant. Le RGPD, en fait, prévoit plusieurs cas de figure. Il évalue la criticité d'une information et une information à caractère personnel engage déjà pas mal d'actions en matière de protection. Et alors, une information de santé, si on regarde le texte en soi, il dit, bah, c'est simple, la santé, vous ne faites pas, sauf si vous êtes obligé. Et évidemment, les métiers santé médico-social sont obligés de manipuler ces informations. À ce moment-là, RGPD dit, bon, alors à ce moment-là, il va falloir prendre 1000 précautions. Donc, en fait, quand on dit au-delà de RGPD,
c'est pas vraiment ça, c'est plutôt qu'on doit pratiquer le niveau de protection demandé par le RGPD dans toutes ses dimensions et avec l'exigence maximum. Après, vous avez un dernier engagement qui est au-delà des RGPD, c'est la dangerosité que vous pouvez produire en utilisant de la technologie par rapport à des soins lorsque vous prodiguez des soins à vos résidents. Outre l'ouverture de fichiers joints de provenance inconnue à prescrire, à quoi devons-nous faire attention en tant qu'EHPAD? Alors là, c'est le principe de se dire que, vous savez, Internet met en relation des personnes qui ne devraient pas être mises en relation. Là, vous avez, la référence qui est faite, c'est une pièce jointe donc à un email, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi être amené à consulter de faux sites Internet, soit destinés à vous tromper, soit destinés à vous voler de l'identité, hein, c'est le phishing qu'on a vu, soit destinés à produire du contenu malveillant, c'est-à-dire que, sans parler de mail, vous consultez une page web et finalement, votre poste de travail reçoit une charge malveillante puisque la page web contenait délibérément la charge malveillante. Donc, j'ai envie de dire que tous les canaux d'échange entre un établissement et des tiers doivent être à surveiller. Si vous faites des transferts de fichiers, par exemple, vous utilisez un protocole qui s'appelle FTP, ça peut être intéressant de voir la nature des échanges et surtout la charge virale éventuellement embarquée. Donc, vous consultez des sites web, vous avez les mails, tous les canaux d'échange, même une clé USB qui circule peut contenir de la charge malveillante, volontairement ou pas installée d'ailleurs. Une toute dernière question. Où trouver une charte informatique type? Alors, il existe des normes de bonne pratique. Vous avez la norme ISO 27002, qui est la norme de référence en termes de bonne pratique. Elle a cet avantage d'être plutôt opérationnelle, d'être plutôt dans le concret, contrairement à ISO 27001, qui, elle, est plutôt dans le principe et la gouvernance. Vous pouvez vous servir de ça parce que la notion des rôles et responsabilités des salariés est un élément qui est détaillé, c'est-à-dire on explique les droits et devoirs des salariés avant que le contrat de travail soit établi, c'est-à-dire pendant la phase d'embauche, pendant la durée du contrat de travail et à la fin, voire après, parce que dans le métier de la santé, on peut avoir des engagements d'ordre légal une fois qu'on a fini un contrat de travail, une fois qu'on a quitté une organisation. Donc, moi, je vous invite à aller voir l'ISO 27002 pour vous inspirer de ces bonnes pratiques. Et après, une consultation du service juridique reste indispensable puisqu'évidemment, toutes ces dispositions-là doivent être établies en absolue conformité avec le droit du travail. Voilà, je crois qu'on a fini, le temps est écoulé. On a peut-être un dernier sondage sur votre ressenti sur ce webinaire. Donc, on sera évidemment intéressé à vous voir remplir, s'il vous plaît. Et après, je crois que David brûle d'envie de clore ce webinaire et nous dire le mot de la fin. Avant cela, une réponse à une question. En effet, le webinaire a été enregistré et donc sera disponible en replay à partir de demain. Merci de votre participation à notre premier rendez-vous d'experts. Nous vous attendons pour le prochain qui sera diffusé mi-janvier sur le risque humain. Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel ou le service client. À très bientôt. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.